Thésée, grand héros qui a accompli pas mal de trucs, retourne en Crète. Il y a par le passé tué le Minotaure grâce à Ariane, avec qui il s'est mis en couple avant de l'abandonner comme une merde sur une île. Du coup, quand il revient, Phèdre, la sœur d'Ariane, le regarde un peu de travers avant de l'épouser à son tour. L'union entre Thésée et Phèdre est-elle heureuse ? Et ont-ils beaucoup d'enfants ? Vous vous doutez que non, sinon le titre de cet épisode ne serait pas Phèdre et Hippolyte, il faut suivre un peu. Pour vous raconter cette histoire, j'ai puisé dans les œuvres de Racine, Euripide et Sénèque, qui nous la racontent avec les noms romains du coup, parce que c'est plutôt de la mythologie romaine. Du coup, bienvenue dans Mythologie gréco-romaine décomplexée. Installe-toi confortablement et serre-toi un verre. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire de Phèdre et Hippolyte. Alors, lors de son retour en Crète qui donnera lieu à son nouveau mariage, Thésée n'arrive pas seul et libre comme l'air parce que cette fois-ci, il est accompagné d'Hippolyte, son fils. Un fils qu'il a eu d'un précédent mariage entre Ariane et Phèdre, histoire de pas passer directement d'une sœur à l'autre. On dit que la mère d'Hippolyte, c'est une Amazone nommée Antiope, ou bien la reine des Amazones nommée Hippolyte. On remarque une certaine flemme au moment de trouver un prénom. Enfin voilà, le jeune Hippolyte se retrouve beau-fils de Phèdre, princesse puis reine de Crète et d'Athènes, fille du roi Minos et demi-sœur du Minotaure. Et sa belle-mère, Hippolyte, il la porte pas trop dans son cœur. Bon, quel est le problème ? En fait, le problème de base, c'est que Hippolyte, c'est un super chasseur. Rien de mal à ça, en soi, sauf pour les défenseurs des animaux. Donc, Hippolyte s'est dévoué à Artémis. Rien de mal à ça non plus, toujours en soi, tant qu'il fait attention à ne pas froisser Aphrodite. D'ailleurs, il a dit que, pour lui, Aphrodite, c'est la plus naze des divinités. Là, vous le voyez, le problème. Parce qu'en plus, Aphrodite, elle avait déjà notre petite famille recomposée dans le viseur, mais c'était plutôt Phèdre qu'elle regardait. Parce que Phèdre, pour rappel, c'est la fille de Minos et Pasiphae. Pasiphae qui elle-même est la fille d'Hélios. Hélios, dont la descendance a été maudite par Aphrodite. Alors, elle l'avait maudit lui, puis elle a maudit ses histoires amoureuses, puis elle a maudit ses enfants, dont Pasiphae, la maman de Phèdre, qui a trompé le père de Phèdre avec un taureau, ce qui a donné naissance au Minotaure. Ça commence bien. Peut-être que Aphrodite comptait s'arrêter là et laisser les générations futures tranquilles, mais comme Phèdre a épousé un mec dont le fils a craché sur Aphrodite, elle a malgré elle bousillé toutes ses chances de s'en sortir. N'oubliez pas les copains, parfois, dans la vie, on morfle alors qu'on n'a rien fait de mal. Donc Aphrodite fait ce qu'elle fait de mieux, un gros coup de pute. Elle fait en sorte que Phèdre tombe amoureuse du fils de son cher et tendre, qui n'est plus, de fait, son cher et tendre. Cet amour, elle en souffle, mais terriblement quoi. Elle sait que c'est un amour impossible, qu'il faut en aucun cas que ça soit révélé. Elle sait déjà que ça sera sa perte parce qu'elle est incapable de passer outre et elle commence à penser que la seule issue à cette situation, en fait, c'est de mettre fin à ses jours. Euripide lui fait porter les propos suivants. « Après que l'amour m'eut blessé, je considérais les meilleurs moyens de le supporter. Je commençai donc dès lors par taire mon mal et le cacher, car on ne peut en rien se fier à la langue qui sait fort bien donner des conseils aux autres, mais qui est victime des maux qu'elle s'attire elle-même. Ensuite, je résolus de résister au délire de ma passion et de la vaincre par la chasteté. Mais enfin, ne pouvant par ces moyens triompher de Vénus, mourir me parut être le meilleur parti. » Racine, sur qui je me base là depuis le début de cette histoire, nous raconte que Hippolyte apprend un jour que son père, le fameux Thésée, est mort alors qu'il était parti s'exiler ou faire des dingueries au royaume du mort, genre kidnapper Perséphone, rien que ça. Enfin, ça fait que attiser le feu qu'anime Phèdre pour Hippolyte. Maintenant qu'elle est veuve, c'est plus de l'adultère. Alors encouragée par sa nourrice, elle va voir son gendre et lui annonce son pire secret, celui qui lui meurtrit l'esprit et l'âme inlassablement, celui qui la pousse à contempler l'idée de mettre fin à ses jours.
elle se lance. C'est peu de t'avoir fui, cruelle, je t'ai chassée. J'ai voulu te paraître odieuse, inhumaine, pour mieux te résister, j'ai recherché ta haine. De quoi m'ont profité mes inutiles soins? Tu me haïssais plus, je ne t'aimais pas moins. Voilà mon cœur, c'est là que ta main doit frapper, impatient déjà d'expier son offense. Au devant de ton bras, je le sens qui s'avance. Frappe, ou si tu le crois indigne de tes coups, si ta haine m'envie un supplice si doux, ou si d'un sang trop vil ta main serait trempée, à défaut de ton bras, prête-moi ton épée. Hippolyte, dégoûté par cette tirade, par cette passion qu'il constate, refuse de tuer cette hystérique torturée et se barre. C'est trop pour lui. Plus rien ne le retient ici de toute façon, son père est mort, sa belle-mère commence à raconter des dingueries, il a des trucs à régler à Athènes, alors il met les voiles. Et en partant, on l'informe qu'une nouvelle rumeur court, et que Thésée serait en fait en vie. Qu'importe, il embarque sur son bateau. Si son père est bel et bien en vie, il le retrouvera ici plus tard lorsqu'il aura pris soin de ses chats à fouetter. Et justement, le voilà le Thésée. En fait, il avait vécu 2-3 péripéties de son côté qu'il avait simplement retardées. Et Hippolyte, de son côté, il est également de retour en Crète. Oui, ça se passe très vite. Quand il voit son père, il lui fait un accueil un peu suspect, un peu mitigé, un peu comme s'il avait quelque chose à cacher, tu vois. Phèdre, de son côté, elle est en panique. Elle s'est déshonorée en avouant ses sentiments, elle a déconné sévère, et Thésée apprendra forcément sa confession, et là, ça sent pas bon. Alors elle trouve un stratagème, et elle dit qu'en fait, c'est Hippolyte qui l'a courtisée. Ah, ça explique un peu ses retrouvailles étranges. Ah putain, trahi par son propre fils, quoi. Alors il va le confronter. Il l'insulte, il le maudit, il lui dit le fond de sa pensée. Et Hippolyte, en fait, il est choc-barre de zinzin d'apprendre comment Phèdre a déformé cette histoire. Il plaide son innocence et refuse de balancer la vérité, de briser le cœur de son père en avouant qu'en fait c'est Phèdre l'origine de toute cette histoire. Il lui dit même qu'en réalité, il est amoureux, mais d'une autre femme qui s'appelle Aricie. Thésée lui dit d'arrêter de pipoter et lui ordonne de partir loin, de prendre ses clics et ses claques et de ne pas revenir. Quand le mari tourmenté revient voir Phèdre, il lui raconte son conflit avec son fils. Phèdre apprend ainsi qu'en réalité Hippolyte il a bel et bien le cœur sensible, mais juste pas pour elle. Elle pensait qu'elle avait pas pu le séduire parce qu'en fait il était juste super misogyne, qui dédaignait la compagnie du sexe féminin dans son entièreté, mais en fait non, c'est bel et bien personnel, c'est elle qui n'a pas su lui plaire. La blessure narcissique là, elle est encore pire que le rejet. Pendant ce temps, Hippolyte, il fait ses valises, quoi, et il annonce à sa chère Aricie qu'il est exilé, qu'il doit s'en aller, quoi. Il lui jure son amour éternel et doit abréger leurs tristes adieux lorsque Thésée approche. Aricie, elle est au courant des vraies raisons du départ d'Hippolyte, mais elle refuse de dire à Thésée la vérité par rapport à sa femme. Thésée, il commence à sentir qu'il y a anguille sous roche, et il demande à ce qu'on interroge la confidente de Phèdre, sa nourrice. Mais il découvre que celle-ci, elle vient de se suicider. Voilà. Donc il se dit que c'est un peu chelou. En plus, il apprend que ça fait quelques jours que Phèdre, elle est super agitée, qu'elle fait les 100 pas, qu'elle écrit les débuts d'une lettre funeste qu'elle parvient pas à terminer, tout indique qu'elle a quelque chose à se reprocher. Alors il ordonne qu'on fasse revenir son fils immédiatement, afin que il puisse se défendre et cracher le morceau, parce que il sent bien que son fils, il lui cache un truc et que il accepte son sort, mais un peu à contre-cœur, quoi. Donc il veut savoir ce qui s'est passé. Il veut comprendre. Sauf qu'en fait, on peut pas ramener Hippolyte, parce qu'il est mort, voilà. En quittant le royaume, sur la route de Mycène, il a été attaqué par un monstre surgi de la mer, à cause de Poséidon, qui répondait simplement aux prières d'un Thésée désemparé qui quelque temps plus tôt l'implorait de le venger, quoi. Donc Poséidon envoie une créature qu'on compare à la fois à un taureau indomptable et à un dragon impétueux, je vous laisse faire une image mentale, ne l'a pas effrayé en fait, parce que Hippolyte c'est un chasseur de ouf. Donc là où tout le monde est parti en courant, lui il était en mode rien à foutre, il a même blessé la créature avec un javelot, sauf que si Hippolyte n'a pas eu les chocottes, ses chevaux, eux, ils ont pris peur quoi, et ils sont partis au grand galop, en entraînant le jeune héros dont la main était coincée dans les rênes. Il s'est fait traîner sur une longue distance et son corps, très vite, n'était plus qu'une immense plaie. Il en est mort. Thésée n'en revient pas. Alors oui,
Il pense encore que son fils a séduit sa femme, qu'il lui a menti en tentant de s'innocenter, et oui, c'est bien lui qui l'a exilé sans négocier et a demandé à Poséidon de se charger du reste, mais il en reste pas moins un père aimant, quoi. Donc il tombe dans les bras de Phèdre, il lui raconte son malheur, son deuil, et là Phèdre elle se dit merde, et elle crache le morceau. La pièce de Racine s'arrête ici, mais ça fait longtemps que vous l'avez pas entendu, les versions divergent. Alors tournons-nous d'abord vers Euripide et ensuite vers Sénèque et voyons ce que eux ils ont à dire. Là où Euripide fait démarrer les différences, c'est que ce n'est non pas Phèdre qui annonce son amour honteux à Hippolyte. En fait, ses tourments, elle les confie à sa nourrice, Eunone, ou Eunonie, je sais pas, de même que ses projets de suicide pour cesser de souffrir et ne pas risquer d'apporter le déshonneur sur Thésée et sur sa famille. La nourrice, désemparée devant la détresse de la reine, la persuade qu'elle n'a pas à considérer la mort comme seul échappatoire. Selon Euripide, c'est donc elle qui va annoncer à Hippolyte l'amour de sa belle-mère, provoquant un déferlement de dégoût et de haine chez ce jeune prince face à un tel déshonneur et une telle insulte à sa vertu et à son père. Il s'en va. Phèdre à la base ne voulait pas que la nourrice se raconte tout ça, donc elle l'apprend en fait, et en apprenant cette trahison et que sa plus noble confidente s'est permis de partager son plus sombre secret, quoi, Phèdre, elle rentre dans un état d'impuissance et d'anxiété intense. Et immédiatement, sous la douleur de s'être fait jeter comme ça déjà de telle sorte, et en envisageant les conséquences que pourrait avoir le fait que son amour soit révélé au grand jour, elle se pend. Finito pour Phèdre. Thésée revient de son long voyage et il apprend qu'il est veuf. Le pauvre il comprend pas, il cherche une raison à cette ultime décision, souhaite suivre Phèdre carrément dans le monde souterrain parce qu'en fait en perdant sa femme il perd une partie de lui-même, quoi. Il est vraiment amoureux. Et en fait, en découvrant le corps de Phèdre, il remarque qu'elle tient dans sa main une tablette. Et alors il la lit, et là il tombe des nues. Les derniers mots de Phèdre expliquent la cause de son suicide. Hippolyte serait entré de force et avec violence dans son lit et aurait abusé d'elle. Quoi ? Son propre fils, élevé dans l'amour et les valeurs du respect, son fils chaste et dévoué à Artémis aurait violenté sa femme en son absence ? Thésée bouillonne de rage. Il confronte son fils qui commence à se défendre. Il n'y a pas plus innocent que lui. Il est chaste, il est puceau, son corps est resté pur du commerce des femmes, il a encore la virginité de son âme, et pourtant il en a eu des occasions de culbuter de la nana, hein. Il en a vu des statues et des peintures de femmes à poil, et ça lui en touche une sans faire bouger l'autre, alors quand même, Phèdre, pouf, pas abusé. Hein. Alors certes, il peut pas prouver sa virginité. Cela dit, ne serait-ce pas à son père de prouver sa culpabilité ? Qu'est-ce qu'il a comme preuve pour assurer que son fils est bel et bien le bourreau de feu sa femme ? Et pour Thésée, la tablette laissée par Phèdre est une preuve suffisante. Il pourrait mettre à mort son fils pour un tel crime, mais il estime que la mort rapide est un châtiment trop doux. Il se résout à exiler Hippolyte et le condamner à traîner derrière lui une vie misérable sur une terre étrangère. Pourquoi Hippolyte n'a-t-il pas simplement dit à son père que c'est Phèdre qui voulait le faire passer à la casserole ? Là encore, il a prêté serment. Et Hippolyte, quand bien même les conséquences sont terribles pour lui, il est trop pieux pour rompre son serment. Alors il s'en va. Peu de temps après, un messager accourt au palais et demande à tout le monde où trouver le roi Thésée, car il apporte une terrible nouvelle. Comme pour Racine, un monstre a surgi des flots et causé la perte du jeune prince. Sauf que là, il est pas mort. Il est pas loin d'être mort, quoi. Il est à l'agonie. Thésée demande à ce qu'on le rapporte au palais afin de lui dire, encore une fois, ces 4 vérités. Sauf qu'Artémis, qui affectionne particulièrement Hippolyte, attend que Thésée soit seul et se manifeste à lui. Et là, elle lui balance mais coup dur sur coup dur. Phèdre s'était prise d'amour pour ton fils. Tout en s'efforçant de vaincre Vénus par la raison, elle a succombé malgré elle par les artifices de sa nourrice, qui révéla à ton fils sa passion, sous la foi du serment. Hippolyte, comme cela devait être, ne se laissa pas séduire par ses paroles, et cependant, sous le poids de tes malédictions, il n'a pas non plus violé la foi des serments, car il était pieux.
Pour Phèdre, craignant de se voir convaincue, elle a écrit ces lettres calomnieuses. Elle a perdu ton fils par ses mensonges, et cependant, tu l'as cru. Ton père, Neptune, guidé par la justice, t'a accordé ce qu'il devait, puisqu'il t'avait promis. Mais tu t'es montré coupable envers lui et envers moi, toi qui n'as attendu ni les preuves ni les paroles des devins, toi qui, au lieu de laisser au temps le soin d'éclaircir tes soupçons, as précipité ta vengeance et lancé contre ton fils des imprécations qui ont causé sa mort. Sur ces paroles divines, Hippolyte est enfin amené au palais, complètement défiguré. Artémis est toujours là, à ses côtés et à ceux de Thésée. Elle affirme de nouveau le rôle d'Aphrodite, enfin de Vénus quoi, bienvenue dans mythologie romaine décomplexée comme je disais. Le rôle de Vénus, disais-je, dans cette sale histoire. Le père et le fils pleurent sur la façon dont tout s'est déroulé. Artémis les réconforte comme elle peut. Il est naturel aux hommes de s'égarer quand les dieux le veulent. Thésée et Hippolyte se réconcilient. Le jeune chasseur, à bout de souffle, épuisant dans ses dernières ressources, pardonne son père et meurt. Voilà la fin pour Euripide, nous arrivons maintenant aux petites variations et ajouts de détails qu'offre Sénèque dans sa pièce intitulée Phèdre. Alors ça commence pareil, Phèdre est amoureuse d'Hippolyte, elle en parle à sa nourrice qui, pour le coup, lui dit d'éviter d'aller faire des dingueries incestueuses avec le fils de Thésée parce que bon, ça craint. Vous pensez à confondre la couche du père et celle du fils ? À mêler le sang de l'un et de l'autre dans vos flancs incestueux ? Poursuivez donc et troublez toute la nature par vos détestables amours. Là on se dit, enfin la nourrice lui dit ce qu'elle doit entendre. Enfin elle est de bons conseils. D'ailleurs, conseil incroyable prouvé par la suite de sa tirade quand elle lui propose une alternative. Pourquoi ne pas prendre plutôt un monstre pour amant ? Pourquoi laisser vide le palais du Minotaure ? Il faut que le monde voie des monstres inconnus, il faut que les lois de la nature soient violées à chaque nouvel amour d'une princesse de Crète. Ouais non, faites bizarre l'ambiance, enfin rebelote. Phèdre pense que Thésée est capoute, accourt auprès d'Hippolyte, lui révèle elle-même son amour, se fait rejeter comme une malpropre, il la saisit par les cheveux, dégaine son épée, nourrit l'idée de la tuer au nom d'Artémis, change de plan, préfère aller se faire purifier. Phèdre se frappe le sein, se griffe le visage, la nourrice, témoin du râteau monumental de sa reine, prend l'initiative d'inverser les rôles. Il n'y a aucun témoin à la scène alors. Autant faire croire qu'Hippolyte a menacé Phèdre de la tuer si c'est elle qui se refusait. Alors elle crie, elle appelle les serviteurs, les femmes de chambre afin qu'ils accourent et voient Hippolyte hors de lui, outré, l'épée à la main et Phèdre en larmes, les cheveux en bataille et le visage lacéré. La plèbe arrive et pose ses yeux sur ces personnages. Il n'est pas difficile de croire ce qu'invente la nourrice. Vous connaissez la suite, là encore. Thésée rentre, apprend l'histoire, accuse son fils, celui-ci part, se fait tuer en chemin, on ramène son corps au palais, et là, léger changement. Phèdre, apprenant la mort d'Hippolyte, réalise l'ampleur des dégâts de son amour et de son geste initial. En révélant ses sentiments, elle a non seulement perdu l'objet de sa convoitise, mais elle a indirectement provoqué sa mort. Là, elle peut pas vivre avec ça en toute paix d'état de conscience, de l'âme, vous voyez ce que je veux dire, et elle s'enfonce une épée dans la poitrine. Thésée reçoit cette nouvelle comme un second choc et devient lui aussi salement dépressif. À peine revenu du royaume souterrain où il a été embarqué pour une aventure débile, il a perdu son fils et son épouse. Bon, ça fait beaucoup. Il décide quand même de mettre en place les rites funéraires d'Hippolyte, donc pour ce faire, il récupère son cadavre et tente de remettre à leur place les mains, les jambes, la tête, enfin tout ce qui a été démembré, parce que dans cette version-là c'est charmant, on a tout un passage où on voit à quel point Hippolyte est massacré. Et du coup il remet tout en place, sympa comme dernière expérience paternelle, donc on comprend que sa peine est immense. Et Phèdre, quant à elle, on saura pas trop s'il a appris la vérité à son sujet, mais la pièce le laisse un peu sous-entendre parce que sa toute dernière phrase, et la toute dernière phrase de la pièce dans son entièreté, c'est « Quant à cette coupable épouse, creusez-lui un tombeau et que la terre pèse lourdement sur elle. » Et ça se finit comme ça, genre.
C'est un petit peu anticlimatique quand t'as lu la pièce entière. Enfin bon, ainsi se terminent les pièces de Racine, d'Euripide et de Sénèque. Mais un tout petit détail est ajouté à ce mythe par Ovide. Hippolyte, à la demande d'Artémis, aurait été ramené à la vie par nul autre qu'Asclépios, le dieu de la médecine qui avait pendant un petit temps le pouvoir de ressusciter les morts. Et voilà. Après ces coups de foudre pas du tout réciproques, dénonciation de drama queen et ce mec qui croit tout sans aucune preuve, le tout sur un fond de malédiction intergénérationnelle, Phèdre et Hippolyte nous offrent un sublime combo perdant. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça ? Qu'un amour passionné, c'est pas fou. C'est un amour dans lequel on se perd, c'est un amour déraisonnable. Que quand quelqu'un balance des dingueries sur quelqu'un d'autre, mieux vaut demander des preuves pour se faire son propre avis avant de tout croire sur parole. Et que si Phèdre avait eu X, anciennement Twitter comme aiment le dire les journalistes, elle se serait fait mousser avec le hashtag MeToo avant de se prendre un terrible retour de karma. Sur ces sages paroles, c'est mon tour d'imiter Thésée et de m'absenter quelques temps pour me concentrer en l'occurrence sur le livre Mythologie grecque décomplexée, en espérant qu'à mon retour le mois prochain, il n'y ait pas de dingueries qui m'attendent. Pour patienter, d'ici là, vous pouvez écouter tout le reste des épisodes de ce podcast en me suivant sur n'importe quelle plateforme de streaming. Merci aux tipeurs du mois d'avril pour votre soutien, ça me fait toujours autant plaisir. Un énorme remercie à Eludéo, Charles-Auguste, Philandrina, Angela Napp, Aventurine, Ilona, Mélinda, Valzul, Verveine, Scotty, Curamato et Yomlet, que ce soit des sommes conséquentes ou un euro symbolique, ça me fait toujours vraiment plaisir d'avoir votre soutien et de voir vos pseudos qui s'affichent mois après mois. Merci énormément. Et bienvenue à notre nouvelle graphiste qui prend le relais pour nous fournir de super miniatures à chaque épisode. Sa page Instagram est en description, faites-lui un gros accueil. Sur ce, je m'en vais. J'espère que vous passerez un très bon mois de mai et on se retrouve le 1er juin pour un prochain épisode de Mythologie grecque décomplexée. En attendant, prenez soin de vous, c'est toujours aussi important. C'était Margot pour vous divertir. Ciao!